Nous retrouvons nos invités pour la suite de votre émission Regard croisé avant d'aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour parler des condamnations des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Condamnation confirmée en appel. Nous restons en N'Djamena, au Tchad. La question, elle est simple. Que peut-on attendre du procès des rebelles du FAT? Germain Pouli, on vous retrouve, vous avez posé cette question intéressante. Alors, le Tchad va bénéficier quoi à partir de ce procès? Je crois que c'est une bonne chose déjà d'organiser ce procès comme on l'a dit, même si les conditions d'un procès équitable ne sont pas entièrement remplies. Et ça va peut-être être une formalité, ce procès-là. Ça va permettre de condamner des gens, je pense. Mais après, ce qui est important, c'est peut-être ce que relève aujourd'hui le leader des FAT, qui se dit, mais pourquoi on juge ces 454 personnes alors que le président Déby a promis libérer, lors du dialogue avec les groupes armés, a promis libérer les combattants qui ont été arrêtés. Et je crois que c'est important aussi que les gens soient jugés, que les innocents soient immédiatement libérés, parce qu'on leur reprocherait, mais que ceux qui sont coupables, maintenant, peut-être soient libérés après un accord politique ou après un arrangement politique. Et je pense que c'est ce que le président ou le gouvernement tchadien est en train de négocier aujourd'hui. C'est qu'à la fin, il faudra dire qu'on a donné quelque chose au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Si on a donné, c'est qu'il y a eu des condamnations. Les gens qui méritaient peut-être de faire la prison ne feront pas la prison parce qu'au nom de la paix, de la réconciliation, le pouvoir aurait fait un geste. Et maintenant, en face, ceux-là aussi qui ont des exigences pourraient aussi lâcher. Je pense que ce procès va poser les bases d'une prochaine réconciliation. Je ne pense pas qu'on les juge pour les condamner uniquement, parce que rien n'obligeait le gouvernement à les juger aujourd'hui. Il y a des gens qui font 4 ans, 5 ans et plus avant d'être jugés. Donc il n'y avait pas urgence à ce qu'ils soient jugés. De la même façon, il n'y avait pas... Et c'est un peu différent des manifestants dont on a parlé, qu'on a jugés en novembre dernier. Et secondo aussi... Vous savez aussi qu'il faut juger les gens parce qu'on suppose que Déby est mort parce qu'il y a eu un groupe armé qui a attaqué le pays donc en octobre 2021. Et on sait qu'il y a plusieurs groupes armés aussi. Donc ça veut dire que si sur ce front-là on vous capture, on pourra également vous juger. Donc de ce point de vue, je pense que ce procès est beaucoup plus symbolique. Malheureusement, les avocats qui ont été commis d'office ne sont pas du tout contents et ne pourront pas s'impliquer pour en faire un procès véritablement équitable parce que ils ont demandé 3 jours, 2 ou 3 jours pour au moins connaître un peu le dossier. Et donc on s'imagine que ça va être un travail assez bâclé, donc qui va être fait par les avocats si évidemment ceux-ci acceptent de continuer le travail. Et donc ça ne sera pas, à mon avis, un procès équitable qui sera organisé. Les droits de la défense ne seront pas suffisamment garantis, mais après, c'est ce qu'on fera après ce procès. Est-ce qu'au nom de la paix, de la réconciliation, ceux qui peut-être seront condamnés à l'issue de ce procès vont recouvrir la liberté? Je pense que l'avenir du Tchad passera par là. Alors, Pasteur Edo Komi, Germain l'a dit tout à l'heure, le leader du FAT, Mamad Madi Ali, a réagi à ce procès. Il se dit surpris parce que, comme il l'a dit, le président Idriss Déby, Mamad Déby, j'allais dire, avait promis libérer les combattants du FAT. Oui, peut-être l'intérêt ou bien la finalité, c'est de pouvoir justifier les recommandations de ce dialogue qui a eu lieu entre les Tchadiens pour dire qu'il y a le fondement de la réconciliation nationale. Mais cette réconciliation d'ailleurs, pour selon moi, qui est fondée sur le sable, qui ne pourra pas subsister. Pas subsister parce que il y a beaucoup d'autres choses en principe qui devaient passer par le procès pour les cas pour lesquels il devait y avoir procès. On l'a pas vu venir. Et donc, subitement, on tombe sur les rebelles de FAT pour se servir d'un début
de réconciliation. Je suis d'accord pour la réconciliation, pour qu'il y ait la réconciliation au Tchad, mais il y a beaucoup de facteurs qui ont été occultés et lors du dialogue national, parce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas pu, qui ont boycotté, qui n'ont pas pu participer, pour ne pas se donner. Il y a une partie des rebelles pour ne pas légitimer l'arrivée et surtout la reconduction de la transition pour d'autres mois, voire des années. 2 ans de plus. Et 2 ans de plus, ce qu'on ne veut pas ailleurs, dans d'autres pays d'Afrique. On ne veut pas ailleurs. On ne veut pas que les gens, que leur mandat ou bien la transition puisse être prolongée. Mais au Tchad, on l'a fait. Il n'y a même pas de bruit. On n'a pas senti cette donneur de leçons là dit quelque chose sur ça. Ça juste, c'était... Je passais. C'est différent. Non, je passais juste... Je ne sais pas de quel pays vous voulez parler. Non, je passais juste pour rappeler en mémoire de ces gens-là. Bon, donc aujourd'hui, la situation, ce qui est là, comme je le disais tout à l'heure, et il va falloir quand même que ce procès, mes collègues l'ont déjà dit, on ne va pas attendre grand-chose que de condamner les gens et peut-être de relâcher s'il y a des innocents, de les relâcher, ce qui serait en fait une bonne chose. Mais la finalité, c'est dire que la réconciliation a commencé. Et les réactions juste du responsable de FACT étaient claires parce que au dialogue, on disait on va libérer tous ceux qui sont en détention. Bon, peut-être on va le faire pour que le chef de l'État puisse avoir la main solide en tant que magistrat. Mais écoutez, comment vous pouvez appeler magistrat suprême les gens qui viennent au pouvoir comme ça et on va l'appeler magistrat? On peut l'appeler magistrat ailleurs, au Tchad, mais ailleurs quand on dit on ne l'accepte pas aussi. J'étais aussi toujours de passage. Mais pour vous, on peut les appeler magistrats aussi ailleurs et au Tchad, non. Pardon? On peut les appeler aussi magistrats ailleurs et au Tchad. Non, je dis, si on les appelle magistrats au Tchad, qu'on accepte aussi ailleurs. C'est juste... Ce n'est pas un jeu de mots. Mais je dis quand même que ce procès, d'abord, ne sera pas équitable. Les droits de défense ne seront pas respectés. Et au même moment, on veut faire croire à l'opinion que le Tchad veut avancer sur de nouvelles bases. Mais ces bases que moi, personnellement, je ne vois pas venir avec la prolongation de la transition du fils Déby, qui va même s'éterniser, qui va vouloir s'éterniser, et avec tout ce qu'on voit au Tchad comme violation des droits humains. Donc, ce procès, il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est un procès politique. C'est pour dire que à la fin, les gens sont relâchés, pour dire que pour légitimer le dialogue entre les Tchadiens. Mais j'avoue que c'est comme ça se fait dans tous les pays où on ne veut pas avancer, on veut seulement rester sur place et c'est le pouvoir qui le tient à cœur. Procès équitable, Georges Hérault, tremplin d'une réconciliation véritable au Tchad? Bon, tant mieux s'il y a réconciliation, tant mieux, parce que ce que nous souhaitons pour ce pays, c'est ce que les gens vivent en paix et que la rébellion cesse. En fait, il faut savoir que si on parle aujourd'hui de la rébellion, ce n'est pas quelque chose que nous encourageons. Moi, en tant qu'Africain, je n'encourage pas. Je ne dis pas que parce qu'il y a procès, il y a malgouvernance, il y a procès, et qu'on sait que c'est quelque chose qui va pas être équitable. On connaît la finalité aussi. Que j'encourage automatiquement la rébellion dans ce pays, non. Il est vrai que même si on n'a pas tué Idriss Déby, que des rebelles soient capturés et qu'ils soient jugés. C'est pas normal. On ne doit pas accepter que la souveraineté d'un pays soit remise en cause par un certain nombre de populations appelées rebelles, que ce soit au Tchad, que ce soit ailleurs. Moi, je n'encourage pas. Donc, je suis d'accord que le fait que on puisse parler de réconciliation, si ça doit permettre de désarmer les rebelles et qu'ils puissent respecter quand même la souveraineté de l'État et permettre à ce que cette transition va jusqu'au bout en organisant une élection, s'ils estiment gouverner le pays, postulent aux élections et là, ils peuvent gagner les élections. Mais porter les armes, chercher à tout prix à déstabiliser le pays, à mettre le pays en genoux, je dis non.
et non à ça. Donc le fait de dire, de comparer les choses, deux choses, etc. Moi je dis tout simplement à mon aîné. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, qu'on condamne quelque chose ici, on doit le condamner ailleurs. Ça, de manière universelle, je suis d'accord. Ça c'est le principe. Mais il faut aussi savoir que quand nous parlons d'équité par rapport au procès avec les rebelles, nous sommes en train d'encourager la rébellion. Parce que nous sommes ici en train mais ils ont le droit. Du fait qu'il n'y aura pas de quoi, il n'y aura pas... Ils ont le droit. Ils n'ont pas un rebelle... À quel droit? Le droit à la rébellion? Non, pas le droit à la rébellion, le droit de défense. Dans un pays. Le droit de défense, c'est fait normal. C'est pas bien, en dépit de tout, vous voulez dire? Non. Il n'y a même pas encouragé. C'est pour cela que s'ils se déplacent dans d'autres pays pour soutenir des transitions, pour chasser les rebelles, chasser les terroristes, il faut le faire. Il doit faire un tour en N'Djamena aussi. Parce que nous savons, il est vrai que nous reprochons aux uns ce que nous-mêmes nous faisons. Ouais. Donc c'est pourquoi moi je suis toujours impartial. Je dis toujours, que ce soit, je le dis, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, je ne soutiendrai jamais la rébellion contre une armée régulière. Les assassins d'Idriss Déby sont sur le procès maintenant. On est en train de les juger. Mais est-ce que Idriss Déby a tué? Qui a une fois demandé un procès pour eux? Lui, parce que lui, aujourd'hui, on a tué les chefs de l'État, on cherche. Maintenant, il faut que ces assassins soient jugés. Mais lui et les gens qu'il a tués. Et donc pour ça, je dois encourager. Et les gens qu'il a tués. Donc pour ça, je dois encourager. Je n'encourage pas la rébellion. Loin de moi. Je ne l'ai jamais dit. Je demande leurs droits. Quand même, ils ont des droits. Le plus grand assassin au monde, lors de son jugement, a besoin quand même du respect de ses droits. Vous gardez la parole. On va commencer avec vous le voyage dans un pays que vous aimez beaucoup aussi, la Côte d'Ivoire. C'est ça, vous aimez la Côte d'Ivoire, non? C'est un pays voisin. Ouais. Un grand pays de l'UEMOA. Voilà. Allez, la Cour d'appel du tribunal d'Abidjan a confirmé ce lundi la condamnation à la prison à vie qui pèse contre Guillaume Soro pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle a été également confirmée les condamnations pour plusieurs de ses proches. La Cour d'appel a suivi les réquisitions du parquet en condamnant 9 des prévenus à 20 ans de prison pour complot de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire. Parmi eux figure Suleiman Kamaraté et Dissoul Tchoussoul, vous le connaissez, très proche de Soro Guillaume, qui était le directeur de protocole de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le commandant Jean-Baptiste Kouamé, l'ex-responsable de la garde rapprochée de l'ancien Premier ministre, également a été condamné. Votre regard sur ce procès? Alors d'abord, qui tue par épée, périra par épée. Guillaume Soro nous a fait pleurer. Nous a fait pleurer en 2011, déjà en 2010, par rapport à sa position avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est en exil. D'abord, c'est bien fait pour lui, pour ne pas être méchant. Je ne suis pas méchant, mais c'est bien fait pour lui. Maintenant, je reviens au procès. Bon, Guillaume Soro disait que lui, il est du côté de celui qui a gagné les élections. Ah, celui qui a gagné l'élection. Bon, écoutez, justement, celui qui a gagné l'élection. Pourquoi celui qui a gagné l'élection aujourd'hui, il est toujours au pouvoir? Mais pourquoi il est en exil, lui? C'est la politique, vous êtes politicien. C'est la politique, je suis politicien, c'est tout à fait normal. Mais je reviens au procès pour dire qu'on ne pourrait pas attendre mieux que ça. On ne pourrait pas espérer d'autres choses que ça, puisque Guillaume Soro est devenu aujourd'hui un opposant au système en place. Donc tous ses collaborateurs, naturellement, doivent subir les règles du jeu. Donc il n'a rien fait, Guillaume Soro? Moi je dis, mais je ne dis il n'a rien fait. On a parlé de coup d'État, tentative de coup d'État. On nous a montré les prétendus arsenal, le prétendu arsenal qui devait servir à ce coup d'État. Et ça n'en manque pas dans les pays africains. Qui veut tuer son chat à la queue de rage. On nous présente des choses. Et il y en a ailleurs, il y en a partout. Et ce n'est pas loin, il y en a pas. Et aussi loin qu'on parle, il y en a. Aussi loin. Même si proche, on n'en parle. On peut accuser le chat partout en Afrique. Il y en a partout. Bon, donc, c'est pour dire que ce procès, les réquisitions du procureur ont été retenues par la justice, donc pour confirmer ces charges. Et si
et s'il faut encore aller loin, je dis qu'avec la Côte d'Ivoire, hein, dans cet aspect, et même si je reconnais que Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui est le maître à bord de la Côte d'Ivoire, n'est pas aussi, est un justiciable. Et il faut le dire, la Côte d'Ivoire venait de très loin avec la situation qu'on connaît. Bon, donc, aujourd'hui, juger les proches de Guillaume Soro est quelque chose de nécessaire pour Alassane Ouattara. Hein, Alassane Ouattara pour se venger. Hein, pour se venger de Guillaume Soro, puisque lui-même il est condamné, il fait partie, même s'il n'est pas là par contumace, parce que bien sûr, il ne le suit plus, c'est ça vous il ne le suit plus. Il a fini. Guillaume Soro a fini. Il était le pion, ce pion-là qu'on pouvait placer, hein, qu'on pouvait manipuler, placer. Il a joué son rôle. Il a fini son rôle. Si à l'époque on attendait que Guillaume Soro puisse donner la version des choses, on attendait Laurent Gbagbo ne serait pas déféré à la haine, n'aurait pas suivi tout ce tas d'humiliation. Mais aujourd'hui, ce qui lui arrive aujourd'hui... Est-ce que c'est Soro Guillaume? C'était le ministre de la Justice. Que Guillaume... Aoussou Joanno, du PDCI à l'époque, qui a joué le grand rôle. Il a joué son rôle. C'est le rôle qu'il a joué aussi. C'est un rôle qu'il a joué, personne ne lui refuse là. Mais savoir que Guillaume Soro nous a fait pleurer parce que nous, à l'époque, tout le monde regardait la situation. Mais il a choisi son camp. Le camp qu'il a choisi aujourd'hui, c'est ce camp qui est contre lui. Et je ne pense pas que la justice ne pourra dire autre chose que ça. Mais que ça doit nous apprendre. C'est vrai quand même en politique, on parle de... Il n'y a pas de morale en politique, mais je crois qu'il doit y avoir quand même un petit sens d'humanité et d'honnêteté en politique pour ne pas se faire rattraper par le temps. Il est rattrapé par le temps aujourd'hui. Je crois qu'il doit assumer, lui, avec ses collaborateurs, il doit assumer. Certains sont condamnés, d'autres non. Par exemple, la Cour a acquitté Alain Lobogno, qui est aussi un proche des proches, ou bien qui était un proche des proches de Guillaume Soro. C'est qui aujourd'hui? Et Félicien Segondo, qui aujourd'hui est, disons, dans le RHDP, comme on le dit souvent. C'est clair. Donc, c'est pas tout le monde... Oui, certains ont été acquittés et donc d'autres ont vu leurs charges confirmées par la Cour d'appel. Je pense que ce qu'il faut relever qui est important déjà, c'est que les avocats de Guillaume Soro et ses proches ont dit qu'ils vont se faire appel en cassation. Donc il y a quand même un dernier recours. Et cette cour d'appel aussi a confirmé donc, la condamnation à vie de Guillaume Soro, il faut le rappeler. La dissolution aussi de son mouvement Génération Peuple Solidaire aussi. Et donc Guillaume Soro lui-même, dans ce procès, je pense que c'est lui qui a livré ses proches. Parce que lui s'est mis à l'abri. Et il a tenu des propos qui laissaient croire qu'il veut renverser le régime ivoirien. Il a été direct même. Il a dit qu'il allait empêcher les élections. Il a dit qu'à tout moment, il pouvait faire un coup d'État et tout cela. Mais vous êtes bien à l'abri et vous faites croire que vous avez des hommes sur le terrain qui sont capables d'exécuter. Non, je pense que Guillaume Soro a fait du mal à son entourage qui est resté en Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu aussi cette affaire d'armes qu'on a jetée dans l'eau, donc plus de 150 Kalachnikov, des lance-roquettes, un certain nombre d'armements qui font qu'aujourd'hui le pouvoir se dit que voilà les éléments matériels donc, de ce coup d'État. Et puis ce commandant de la garde rapproche, c'est Guillaume Soro, qui n'arrive même pas à se défendre. Donc je crois qu'il a exposé ceux-là qui lui sont fidèles et qui étaient restés au pays. Parce que ses propres déclarations suffisent à confirmer l'existence d'une tentative ou d'un coup d'État en préparation. C'est ce que le procureur et les avocats des autres parties ont relevé, qu'il y avait un coup d'État qui était en train d'être exécuté donc par ceux-là. Bon, on ne va pas dire que c'est un procès totalement juste. En même temps, il y a des éléments aujourd'hui qui font que le pouvoir d'Abidjan
peut brandir et dire, voilà, effectivement, il devait avoir cela, hein, même si on pense à un règlement de compte politique, si on pense à une disqualification. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'on pense souvent quand les opposants ont des soucis avec la justice? Oui, mais, en réalité, Guillaume Soro n'est pas un opposant ordinaire. C'était un chef de guerre. C'était un chef de rébellion. Donc, ce n'est pas un civil. Ben, c'est vrai, il est civil, mais il est chef de guerre. Donc, ce n'est pas un opposant ordinaire qu'on peut aller chercher dans un coin et venir dire qu'il veut faire coup d'État. Là, c'est plus difficile à habiller. Mais là, c'est un chef de guerre qui a fait la guerre, qui a une partie de l'armée qui lui est fidèle, qui a ses propres hommes, et qui dit ouvertement qu'il va faire ceci, cela. Donc, en le disant, si c'était des éléments qui viennent d'ailleurs, on pouvait chercher, mais quand vous le dites alors que vous avez des proches dans le pays, simplement, je pense qu'il a mis en difficulté tous ceux-là qui lui ont été fidèles aujourd'hui. Et on ne saura pas si ce procès est totalement faux, totalement vrai, mais il y a des éléments quand même matériels, il y a des propos, il y a des enregistrements qui ont été écoutés lors de ce procès où Guillaume Soro déclarait assez clairement qu'il allait passer à l'action. Et donc ça, je pense que pour la Côte d'Ivoire qui sort d'une guerre, déjà le spectre de ce coup d'État et de tout ce que ça va apporter, c'est une autre psychose dans ce pays qui n'en avait pas du tout besoin. Bon, Guillaume Soro est en cassation, on ne sait pas si ça va donner autre chose. Peut-être que cet arrêt de la Cour d'appel sera confirmé. Et là, sous cette condamnation politiquement, je crois que sa carrière va être compliquée. Il ne pourra plus prétendre à un mandat électoral donc en Côte d'Ivoire, même pour revenir avant sa condamnation à vie, c'est que bon, c'est pas un nombre d'années où tu peux passer et revenir après. Oui, donc peut-être avec Alassane Ouattara au pouvoir. Je crois que voilà. Alors, mais si le après, part, aujourd'hui, il y a un processus de réconciliation quand même qui est en cours. Et je crois que le grand exclu de ce processus, c'est Guillaume Soro, qui n'est pas pris en compte dans ce processus. Même Blé Goudé qui est rentré, je ne le vois pas parler souvent de Guillaume Soro, personne ne parle plus de lui. Et comme l'a dit Pasteur, c'est qu'on pense que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas eu de morale en politique. Après avoir travaillé avec Gbagbo, voilà, c'est quelqu'un qui est dirigé par l'intérêt et l'ambition personnelle. Il a viré. Et donc, ce qui lui arrive aujourd'hui, je ne vois pas trop de la particularité, compassion. Il était avec tout le monde. Voilà, ça le mot. Le président Ouattara, il n'y a pas de compassion pour lui. Également. Il n'y a pas de compassion pour lui. Voilà, donc c'est un peu ça. Je crois qu'il faut un peu d'éthique. Même en politique, on pense que le mensonge est érigé en règle, en activité première. Il faut quand même un peu de morale, un peu d'éthique. Et aujourd'hui, ce qui arrive à Soro ne surprend personne, mais on ne peut que déplorer ce qui arrive à ses proches, surtout à ses proches. Peut-être forcément ne sont pas dans son plan, mais qu'il a utilisé parce qu'ils étaient sur le terrain. Il a donné l'impression qu'il avait encore des forces sur le terrain, capables de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Après la condamnation, peut-être au nom de la réconciliation, le pardon et surtout la grâce présidentielle, peut-être, faire comme Alain Lobogno, par exemple, qui était humble, a demandé pardon. C'est possible, Giorgio? Bon, tout est possible, et surtout en politique, tout est possible. Aujourd'hui, je ne voudrais pas encourager l'esprit vindicatif pour dire au pro-Gbagbo de pouvoir trouver des éléments pour dire aujourd'hui que c'est bien fait. C'est bien fait pour Soro. Que Soro ne fait que récolter avec naturellement ce qu'il a semé. Oui. Mais je dirais tout simplement que c'est un peu osé le fait d'être à l'extérieur pour menacer un pouvoir en place, alors qu'il doit savoir qu'à un moment donné, le président Ouattara a quand même passé par des moyens qui sont à sa disposition pour stabiliser son pouvoir. Et à un moment donné, il a la main, le contrôle total sur le pays. Et donc, moi, ce qui m'étonne, c'est celui qui se dit stratège, chef de guerre, qui tombe dans ces pièges-là. Et il a été naïf
à un moment donné, pensant que après Ouattara, ça pourrait être lui. C'est lui qui a, c'est ce qui a été le dauphin, parce qu'il était le dauphin. C'est ce qui a été promis, Georges. Donc, il peut espérer. Il a été naïf. C'est ça. Il a été doublement naïf. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que Ouattara avait son équipe depuis. Et les gants Koulibaly, Ahmed Bakayoko, qui travaille avec lui depuis. Ariel Diabaté. Il est vrai que Soro s'est rallié au camp Ouattara, mais il n'était pas dans l'entourage restreint avec Ouattara. Vous voulez parler du RDR? Oui. Donc aujourd'hui, entre celui qui vient et celui qui est là depuis, il y a une grande différence. Donc que les gens te fassent confiance, automatiquement pour prendre la place de ceux qui étaient là avec lui, construisant leur plan pendant des décennies, c'est se leurrer, c'est se tromper. Et comme on le dit, le grand poison, c'est de se tromper soi-même. Aujourd'hui, ce qui arrive à ces militants, à ces collaborateurs de Guillaume Soro, ce n'est que la naïveté de leur patron. Et là, ils étaient... au lieu de se convertir, comme tu viens de le dire, Alain Lobogno, par exemple, au lieu de se convertir, et ils sont peut-être campés sur leur position, le fait de soutenir toujours leur messie, pensant qu'il a aussi les moyens de revenir en force pour mettre en difficulté le pouvoir de Alassane Ouattara. Donc c'est quand même ce qui a motivé ces personnes-là. Parce que le problème entre Ouattara et Guillaume était là depuis, je crois, ça doit commencer en 2016 ou bien 2017 précisément. Où il y a des velléités, il y a quand même des soupçons que lui-même démentait, que sur les médias, qu'il n'y avait aucun problème entre lui et Alassane Ouattara, alors qu'il y avait déjà des problèmes. Et donc, fait des problèmes avec ses proches. Exactement. Surtout. Ça a commencé avec les proches du président. Oui. Donc aujourd'hui, ou bien à un moment donné, il y avait eu divorce, mais ça n'a pas été prononcé officiellement. Ça tournait en Europe, en Afrique et tout. Et avec tout ce que lui-même il préparait à arriver en Côte d'Ivoire pour pouvoir le faire, mais c'est comme je l'ai dit, il s'est trompé doublement parce que quand il était parti, les choses ont changé, les choses ont bougé et Ouattara avait déjà planifié qu'il ne reviendra pas sur le sort parce qu'il sait que quand Soro sera en Côte d'Ivoire, ça va le mettre véritablement dans une autre situation. Et donc, il a fait sciemment et ils n'ont pas permis vous voulez parler de ce retour mouvementé de ce l'avion d'atterrir en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire tout simplement que si c'est que à la dernière minute, les gens s'humilient. Non, le vin est déjà tiré et il ne faut donc que boire les conséquences de ce qu'ils ont déjà fait. Dire que peut-être il les a mis en difficulté. Oui, les propos de Soro à l'extérieur peuvent permettre à Ouattara de prendre un certain nombre de dispositions, mais il faut savoir que l'entourage de Soro a été emprisonné plusieurs fois. Il y a certaines personnes qui, quand il était même président de l'Assemblée, quand il va même démissionner. Même ce chef de protocole. Exactement. Donc, la situation était déjà là. Mais ceux qui sont fidèles, Ouattara avait déjà les yeux sur eux et forcément, même s'il n'a rien dit, Ouattara devait mettre la main sur eux parce qu'il sait que quand il va revenir, il va forcément s'appuyer sur les fidèles. Est-ce que c'est Ouattara ou bien c'est la justice ivoirienne? On se pose cette question. La justice est là pour quand même permettre au pays et au président de gouverner et de gérer librement le pays. Puisque s'il n'y a pas la paix, la justice n'est pas seulement là pour le président, c'est le dernier rempart des citoyens, de tous les citoyens. La pause, le journal et on revient pour la suite.